quelle est la situation aujourd'hui en Méditerranée du développement durable à travers quelques indicateurs dont je vous donne une primeur, puisque c'est un travail qu'on est en train de faire dans le cadre de la révision de la stratégie méditerranéenne de développement durable. Donc ça, c'est un travail de statisticien en avant-première, et puis un point sur la gouvernance. Alors, qu'est-ce que le plan bleu ? Le plan bleu, en fait, pour le comprendre, il faut revenir à l'essence du droit de l'environnement. C'est votre spécialité, je crois, c'est Nancy Sandès, ou Iman, ou Myriam. Voilà, donc j'ai compris que vous aviez une sensibilité à la loi journalistique et souvent juridique, plus économique, mais souvent juridique. Dans les années 70, les États, et surtout les États du Nord, occidentaux, prennent conscience des ravages du développement économique et de la société de consommation. J'allais dire en Europe, hein, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Je vous rappelle que dans les années 60, le lac Erie, qui est un grand lac canadien, était devenu un grand dépotoir, où la vie était totalement absente. Donc il y a une forme de réaction par rapport aux ravages de l'hyper-société industrielle et de consommation. C'est les années 70, avec la première grande convention des Nations Unies, ou le premier grand sommet mondial de la Terre, qui a lieu à Stockholm en 72. Et ça va être le premier d'une longue série. 10 ans plus tard, ça sera Nairobi en 82. 10 ans plus tard, ça sera 92, Rio, le sommet de la Terre. Mais en fait, c'est le troisième sommet de la Terre. Et puis après, il y aura Johannesburg en 2002, etc. Et Pacte pour le futur, le sommet du futur en 2023. Là, on a perdu un an, c'est à cause du Covid, c'est un peu décalé. Et dans ce moment des années 70, on essaye de travailler non seulement sur des thématiques, comme la pollution, mais aussi sur des zones, sur des régions particulièrement vulnérables, notamment la Méditerranée. Parce que la Méditerranée, c'est une mer quasi fermée, où il y a 500 millions d'habitants autour, et des concentrations de pollution à l'époque. Pollution atmosphérique, pollution de l'eau, de la mer, dégradation du littoral à cause de l'urbanisation un peu effrénée, si on peut dire. Et on va créer une convention, la Convention de Barcelone, 1976. Cette Convention de Barcelone, elle va être renommée en 1995, c'est ce qu'on appelle la Convention de protection de la mer et du littoral méditerranéen, la Convention de Barcelone. Pour mettre en œuvre cette convention, eh bien, c'est les Nations Unies qui vont la mettre en œuvre, et en particulier le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, dont le siège est à Nairobi. C'est une des rares organisations internationales dont le siège soit à Nairobi, en réalité, enfin en Afrique. Et concrètement, comment on fait ? On ne va pas administrer la Méditerranée depuis Nairobi, on crée une unité de coordination à Athènes, et autour de cette unité de coordination, on va créer des centres d'expertise régionaux des Nations Unies. Il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y en a un à Tunis, ce qu'on appelle le SPARAC, qui est spécialisé dans les aires marines protégées. Je dînais hier avec son directeur, qui est un ami, Mahmoud Elias Hamza, un ancien directeur général de l'Agro Tunis et de l'INA Tunis, et un ancien aussi ministre de l'Agriculture. Lui, il est spécialisé dans les aires marines protégées. Et puis, on va créer en 1977 le Plan Bleu. Le Plan Bleu, en fait, c'est un centre d'expertise qui est très généraliste et qui, en substance, a une fonction d'observatoire de la Méditerranée. C'est pour ça que je vais vous parler de statistiques, de compréhension des phénomènes. Qu'est-ce qui se passe ? On travaille beaucoup avec des scientifiques, au-delà des statisticiens. On essaye de se projeter dans l'avenir. On va bientôt sortir, tout début janvier, un rapport qui s'appelle MED 50, de prospective sur la Méditerranée en 2050. Et puis, puisqu'on est sur les données, la compréhension, la prospective, on est aussi la plume pour le programme d'action Méditerranée des Nations Unies, PNUE, de la stratégie méditerranéenne de développement durable. On est en train de la réécrire. Et là, on est en train de le faire sur une base de données statistiques totalement, mais pas que. Et elle va voir le jour à une prochaine conférence des parties de la Convention de Barcelone, qui aura lieu fin 2025 en Égypte. Et donc, ce que je vais vous présenter en avant-première, c'est le produit de la réflexion du Plan Bleu, en essayant de ramasser en une dizaine d'indicateurs l'essentiel pour comprendre l'état de la Méditerranée aujourd'hui. Alors après, je passe les détails. On a effectivement cette fonction d'observation, compréhension, prospective, stratégie, mais on a des thèmes de travaux particuliers sur l'eau,
L'eau, essentielle, vitale, la base. Pas d'eau, pas de vie. C'est clair. La biodiversité et la forêt, on travaille justement avec le SPARAC de Tunis sur ces questions-là. La ville résiliente au changement climatique notamment. Le tourisme durable. Et de plus en plus, on travaille sur l'économie et les finances vertes, parce qu'il va falloir financer. Et ça, c'est un gros problème. Et la COP16 biodiversité, comme la COS 29 de Bakou, climat, en fait, ont échoué sur la question du financement. On ne trouve pas les sous. On fait quoi? Voilà, très brièvement dit, le plan bleu, centre d'expertise des Nations Unies pour la Méditerranée, géré en interaction avec le programme des Nations Unies pour l'environnement de Nairobi. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail et je vais vous montrer un travail donc, qui est un projet, donc c'est pour vous, c'est en avant-première, si je puis dire, et c'est pour vous dans le sens que moi, directeur du plan bleu, je l'ai pensé pour des journalistes. Alors je ne sais pas si je me suis planté, vous me direz, mais l'idée c'est qu'on a une batterie d'indicateurs, c'est ce qu'évoquait Madame Carpentier. Les ODD, il y en a 17, 169 indicateurs. Objectivement, c'est incompréhensible. Pour le commun des mortels, c'est incompréhensible. Vous, comme vous êtes dans la médiation, il faut que vous ayez des choses compréhensibles à faire passer. Donc, plutôt que de faire un truc avec des centaines d'indicateurs dans tous les coins, on a ramené sur 10. Alors, ça fait un effet de synthèse, c'est simplificateur, mais au moins, on retient à peu près. Voilà. 10 corps indicateurs ou indicateurs fondamentaux pour le développement durable en Méditerranée, que j'ai bâti avec mon équipe. L'idée, on aime bien l'image du trimaran, c'est plus dynamique, on avance, on traverse la Méditerranée. L'idée étant de communiquer et d'alerter sur la situation en Méditerranée qui n'est pas bonne en termes de développement durable en général. Alors, c'est là que je me plante en général. Voilà. Alors, 10 indicateurs, je vous les présente en liste et puis après on va les détailler. Le premier, la démographie. La démographie, c'est la clé de tout. Et on voit, et vous allez voir, la dynamique démographique sur le bassin qui implique de penser ensemble, nord et sud de la Méditerranée, la Méditerranée. On est dans un monde qui se bunkérise, qui se ferme globalement. Je pense que c'est un peu notre rôle Nations Unies que d'essayer de l'ouvrir, autant que faire se peut. Mais on est dans un monde qui se ferme. L'espérance de vie, in fine, s'il y avait un seul indicateur de développement durable à retenir, d'ailleurs il est parti de l'indicateur composite de l'IDH, c'est l'espérance de vie. Combien de temps on vit sur Terre? C'est très intégrateur, des guerres parfois, mais de la qualité du milieu. Si vous êtes dans un milieu dégradé, il y a une forte chance que votre probabilité d'espérance de vie diminue. Là, il y a une interaction environnement-santé, très importante. Nous, on est mieux, on n'est pas OMS, mais l'espérance de vie, c'est le fondement, d'une certaine façon, du développement durable. Les années moyennes de scolarisation, là, c'est un indicateur qui intéresse plutôt l'UNESCO dans sa formule, on va dire, de formation. C'est important, l'intelligence collective, mais l'intelligence individuelle, pour adresser les questions de demain. Et plus on sera intelligent, plus on essaiera de se sortir des difficultés. Moins on sera, plus ça sera compliqué. Donc l'intelligence, la formation, c'est important. Le PIB, je l'ai mis en 4 à dessein. C'est une création de richesse économique, matérielle, mais c'est moins important que l'espérance de vie. Et de mon point de vue, c'est moins important que la scolarisation. C'est un facteur de richesse, la scolarisation. Mais le PIB, ce n'est pas une fin en soi. Donc, c'est ce que disait Mme Carpentier, on le prend, mais on le dépasse. Et puis après, des indicateurs de nature environnementaux. Mais on est déjà dans l'environnement avant, avec l'espérance de vie. Si vous avez un mauvais environnement, vous avez en général une espérance de vie dégradée. Les émissions de gaz à effet de serre, très bien. La température. La température de... Oh, c'est vrai que c'est très fragile ce truc-là. Tu peux dézoomer en tapant... Alors, comment on fait? Double clic. Triple. Non, sur l'écran. Ah. C'est trop sensible. Moi, ça va à peu près. Tout à l'heure, on parlait de la température dans le quiz.
Mais la température de quoi? La température de l'air, la température de l'eau. Et la température de l'air, à quel niveau on la mesure? Alors, sans financer, c'est pour ça que Jalal était un peu pervers là, tout à l'heure dans ses questions, il est là, là. On parlait de la température de l'air. Mais en Méditerranée, il y a un vrai facteur très important, c'est la température de l'eau sur la biodiversité marine, il ne faut pas oublier. Donc on travaille sur les températures d'eau et de mer, enfin d'eau, terre et de l'eau. La disponibilité en eau pour boire est liée à la température par l'effet de transpiration. Et puis, on passe un peu le cap de hop, et au-delà des questions climatiques, de température et d'eau, les plastiques, oui, parmi d'autres, où vous verrez les tendances, elles ne sont pas bonnes en Méditerranée. L'air aussi, parce que quand même l'air c'est fondamental, à la limite c'est même un peu avant l'eau, parce que sans air respirable, là on ne tient pas, on tient quelques secondes. Et les aires marines protégées, la biodiversité. Donc voilà, un patchwork, mais qui donne une image à 10 dimensions de la Méditerranée. Alors, sur la démographie, mes chers amis, l'Europe vieillit. C'est comme ça. La démographie européenne est orientée à la baisse. Alors ça dépend des lieux, il y a des variabilités, mais enfin, globalement, la tendance, c'est que là, on est sur la rive nord de l'Union européenne, ici. Ça se tasse et ça va décliner. Par le fait que les femmes font moins d'enfants, que les conditions de vie en Europe ne sont pas propices en réalité au développement d'une famille, il faut quand même dire les choses. Globalement, ça se tasse. Par contre, Sud-Méditerranée, ça augmente. Et ça va croiser, et ça va dépasser, d'ici 2030, on sera au-dessus. La démographie du Sud est très active. On parle du Sud et de l'Est, hein. Je vais mettre aussi jusqu'à la Turquie, on va dire. Mais pour le coup, on a une population qui augmente, mais avec une rive nord qui vieillit, une rive sud très jeune et assez dynamique sur le plan démographique. Je parle toujours de ça parce que je pense qu'on a complété nos démographies. C'est pas la ville plus généralement développée aujourd'hui, un certain nombre de courants populistes en Europe, de tous les pays d'ailleurs. Je crois qu'on a plus intérêt à être ensemble qu'à se disjoindre. Mais c'est pas le champ politique dans lequel on est. Je crois qu'il faut essayer de promouvoir ça. Et que la jeunesse du Sud rencontre la relative vieillesse du Nord et qu'on travaille ensemble, qu'on aille les uns chez les autres et qu'on se comprenne mieux. D'autant qu'on parle souvent la même langue et qu'on partage une culture, pas forcément la même civilisation, mais une culture qui est compatible, j'allais dire. Il y a plus de proximité entre moi et une Tunisienne, une Marocaine, un Algérien, qu'entre moi et un Chinois. Je préfère travailler avec des Maghrébins. Ils sont plus proches de moi dans leur façon d'être, si je puis dire. Dans leur rapport aux gens aussi, et aux choses. C'est un état d'esprit. On est dans un champ de laïcité, mais on est tous issus des religions du Grand Livre. Que ce soit l'islam, ou que ce soit la chrétienté. Donc voilà, ça nous unit en réalité. Essayons de travailler ensemble sur le plan démographique, plutôt que de s'exclure. Alors, deuxième point, ça c'est la jeunesse sur les évolutions, évidemment, d'augmentation des populations jeunes. Non seulement la démographie va croissante au sud, mais en plus c'est une population jeune. C'est très, très frappant. Récemment, j'étais en Égypte. L'Égypte, c'est un tiers de la population qui a moins de 15 ans. Quoi. Ça se voit. Ça se voit. Alors, l'espérance de vie, là vous avez une évolution au fuseau de l'espérance de vie sur le bassin nord-sud. Le bassin nord, on vit un peu plus vieux, le bassin sud un peu moins, mais c'est pas très marqué. Ce qu'on voit sur les courbes, c'est les guerres. Il faut quand même toujours revenir un peu aux fondamentaux. Là, vous avez la Bosnie-Herzégovine, c'est les drames de Sarajevo, c'est la guerre en ex-Yougoslavie. Là, vous avez le drame syrien, qui repart, si je puis dire. Vous avez la Palestine, vous avez le Liban. Donc vous avez des chocs guerriers, si je puis dire. On ne va pas en parler, même si c'est un point fondamental en réalité, et, d'une certaine façon scandaleux dans ce qui se passe. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est la tendance. La tendance, c'est que globalement, ça augmente, sauf vers la fin. Vous avez une légère baisse vers la fin.
on ne sait pas bien encore l'interpréter. Il y a sans doute un effet du Covid. Le Covid a diminué, parce qu'il y a des mondes qui sont morts, mais il y a peut-être un autre effet. On attend d'avoir un peu de recul sur la dégradation du milieu, l'effet des grandes chaleurs, qui joue sur la santé, en réalité. Donc on suit cet indicateur de près parce qu'on pressent une inflexion autour du Covid, mais qui ne soit pas que le Covid, qui puisse être aussi lié au changement climatique en particulier, et à ses effets. Donc ça, c'est un indicateur à suivre, hein, parce que s'il y a inflexion de l'espérance de vie, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, si je puis dire. On est globalement orienté à la hausse. Peut-être que là, on touche un palier, et peut-être qu'on va tomber. Ça, c'est un point important. J'allais dire vital, même. Sur la scolarisation, côté nord, côté sud, côté nord, c'est assez homogène et ça progresse. Là, on était à 6 dans les années 90, 6 ans post-bac. Enfin, pardon, ça va me faire embêter encore, mais il ne faut vraiment pas toucher l'écran, en fait. Donc, je vais m'écarter de l'écran. Ça progresse. Aujourd'hui, on est en durée moyenne de scolarisation. Donc, c'est le nombre moyen d'études reçues pour les personnes âgées de plus de 25 ans. On était à 6 dans les années 90 en moyenne. On est plutôt à 12-14 maintenant. Ça progresse également dans la partie sud du bassin, mais c'est plus hétérogène. Et surtout là, il y a un effet marqué filles-garçons. La scolarisation est encore plus faible chez les filles que chez les garçons dans la partie sud du bassin méditerranéen. Ça, c'est embêtant, parce que ça participe de l'intelligence de tout à chacun, hommes et femmes, pour adresser les problèmes nombreux du bassin. Donc là, il y a une hétérogénéité qui mérite d'être soulignée. Le PIB. Alors le PIB, un graphique un peu compliqué. J'allais dire le nord. Le haut du bassin, c'est les pays de la rive nord, avec l'évolution en gros du PIB. Et le sud, c'est plutôt en rose, l'évolution. Bon, dit de façon globale, il y a un écart de développement économique, matériel nord-sud, et cet écart tend à se creuser. Le Covid n'a pas arrangé les choses. Donc, il y a des effets de rattrapage, notamment il y a des pays qui sont plus dynamiques que d'autres au sud du bassin, mais globalement, on est toujours dans un écart de croissance qui continue. Ça peut changer, mais ça continue. Alors, c'est lié au développement intrinsèque des pays, c'est lié aussi beaucoup à des états de guerre. Hein. C'est pas bon ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui se passe encore en Syrie, en Palestine, ça ne participe pas de la croissance, on va dire, du bassin sud. Et globalement, à minima, on est dans des écarts de croissance qui demeurent. Donc il y a toujours une disjonction, alors que la démographie va croissante au sud et se tasse au nord, il y a une disjonction de la croissance. On arrive sur l'idée des quatre et sur les aspects les plus environnementaux. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne veux pas caricaturer le propos, mais je voudrais quand même qu'il soit compris sur la question changement climatique, Méditerranée. Vous savez qu'il y a une espèce de division naturelle sur cette question, c'est comment on atténue le changement climatique, on diminue les émissions de gaz à effet de serre, notamment CO2, et puis il y a comment on s'y adapte. Alors, ce graphique montre l'évolution par habitant des émissions de CO2 nord-sud. Il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup de... Voilà. Globalement au nord, ça va plutôt en diminuant. Globalement au sud, sauf quelques pays, comme Israël par exemple, la Libye, qui sont des pays qui consomment beaucoup côté Israël, et qui produisent beaucoup d'hydrocarbures et qui en consomment aussi beaucoup côté Libye. C'est un peu le cas aussi à Chypre, qui est dans le bassin sud, même s'il est européen. Globalement, c'est pas que ça diminue, c'est que c'est faible. C'est relativement faible. Ça augmente un peu, mais peu. Par exemple, récemment, j'étais au Maroc. Les émissions moyennes au Maroc, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an. C'est ce qu'on vise, nous, en Europe. C'est relativement bas. Dit, pour faire court, le problème de la Méditerranée, c'est pas que c'est une zone d'émission des effets de serre. On peut tous mieux faire. On peut participer. Mais le problème du changement climatique en Méditerranée, c'est de subir les gaz à effet de serre qui viennent du globe.
qui viennent des États-Unis, qui viennent des Émirats arabes unis, qui viennent de la Russie, qui viennent de l'Europe, de la Chine, de l'Inde. Donc c'est une zone globalement à basse émission de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais ce n'est pas le cœur du problème. C'est-à-dire que si on enlevait les émissions de gaz à effet de serre du bassin méditerranéen, ça ne changerait absolument rien à la situation du CO2 dans le monde. C'est peanuts. L'essentiel est ailleurs. Alors, l'essentiel est ailleurs. Il est surtout dans la température. Parce qu'on dit souvent que la Méditerranée est un hotspot du changement climatique. Alors, on dira plutôt un point chaud, parce qu'on est bon francophone, mais ce n'est pas un point chaud du réchauffement climatique, c'est un point chaud de l'adaptation au changement climatique. Parce que là, on est frontline changement climatique. La température augmente beaucoup. La température augmente beaucoup. Là, vous avez les évolutions interannuelles de température et vous avez la tendance générale. Ça, c'est température de la surface de l'eau. Je me suis passé un peu vite sur la surface de l'air, j'ai l'impression. Bon, bref, ça augmente. Et ça augmente vite. Ça augmente plus vite que le reste de la planète, si je puis dire. La Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que le reste de la planète. Là, c'est des évolutions de température selon la saison. Bon, globalement, ça augmente. Ce graphique, il est modeste. En gros, ça augmente un peu plus vite l'été que l'hiver. En réalité, c'est ça le truc. Donc, vous avez des périodes de sécheresse accentuées pendant les périodes estivales. Et ça change aussi selon les sous-bassins. Vous savez que la mer Méditerranée, en fait, c'est un océan d'ailleurs. Sur le plan géographique, c'est un océan. C'est une vaste étendue d'eau qui sépare des continents. Il y en a 3, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et elle est structurée en mer. Et il y a des mers qui sont plus sensibles que d'autres. Prenons par exemple le cas de l'Adriatique. Ici, la mer Adriatique. La mer Adriatique, la courbe en rouge au-dessus de la courbe en bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se réchauffe plus vite et surtout qu'elle a des épisodes très chauds l'été. Quand vous êtes dans l'Adriatique, vous voyez, l'Adriatique, c'est une mer un peu fermée au nord, la Méditerranée, c'est la Croatie, la Slovénie. Vous y allez l'été, c'est pratiquement la température d'un jacuzzi. Vous montez à 30-32 degrés dans l'eau en Adriatique. Donc vous avez l'effet de sous-bassin. Vous avez moins cet effet quand vous êtes à l'entrée de la mer d'Alboran, c'est-à-dire quand vous rentrez par Gibraltar, parce que vous êtes plus près de l'Atlantique. Vous avez un effet de fraîcheur, si on peut dire. Mais plus vous avancez dans la mer Méditerranée et que vous allez dans des recoins, plus il fait chaud, parce que les courants sont moins renouvelés. Donc il y a la température de l'air, il y a la température de l'eau. Disponibilité en eau. Donc j'insiste là-dessus. J'insiste quand même là-dessus. Là, c'est vital. On touche à la température, quoi. La température, ça va avoir plein d'effets sur le corps humain, sur l'eau, on va le voir après, sur l'alimentation, sur l'agriculture. Les espèces aussi. Sur les espèces aériennes comme maritimes, qui souffrent de l'augmentation de la température. Je le dis lourdement, on a d'autres graphiques pour montrer ça, mais vraiment, à partir du début des années 2020, on va dire, il y a une fracture, il y a une augmentation de la pente en Méditerranée, et les tendances ne sont pas bonnes. Les tendances, c'est qu'en Méditerranée, on est déjà à plus 1,5 degrés de plus que l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire la période 1850-1900. Fin de siècle en Méditerranée, on pense, 2100, et il y a une grande inertie climatique, qu'on sera à plus 4 degrés en moyenne. Dans le monde, ça sera plus 3. En France, on sera à plus 4. On est très méditerranéen. La Méditerranée donc, sera plus 4, plus 5. Le Maroc, j'y étais récemment, ça sera plus 6. Là, à mon avis, la Tunisie, c'est plutôt vers le plus 6 que vers le plus 4. Donc, ça, c'est un problème aujourd'hui, mais plus encore demain. Donc, les questions d'adaptation au changement climatique, on va sans doute nous en parler après avec Sondes, sont vitales sur la Méditerranée. L'eau, globalement, plus vous avez de rouge en fonction des pays méditerranéens, plus vous avez baissé les disponibilités en eau par habitant. Il y a des exceptions comme l'Algérie, la Croatie, un peu la Grèce, un peu la Turquie. En réalité, quand on regarde ça sur le bassin,
Là, vous avez l'évolution des disponibilités en eau. Il y a aussi des graphiques un peu compliqués avec des ruptures de série. Mais globalement, la tendance est à la baisse. Sauf que dans la disponibilité en eau, on prend aussi de plus en plus l'usage des eaux dites non conventionnelles, très développées en Algérie, Dessalement. avec la désalinisation de l'eau de mer. Très développée en Grèce, dans les îles de la mer Égée, on dessalinise parce qu'on n'a pas d'eau pluviale. De plus en plus développée en Turquie et dans l'est du bassin, en Égypte, en Libye, en Israël, qui surconsomment beaucoup d'eau désalinisée. Donc en fait, vous avez une baisse de l'eau pluviale, mais qui est compensée par le développement des eaux dites non conventionnelles, désalinisation ou réutilisation de l'eau. Alors maintenant, je finis ma séquence sur la température et l'eau, mais c'est le cœur du sujet. Enfin, c'est l'élément nouveau depuis la Convention de Barcelone de 1976. On n'avait pas anticipé le fait qu'il y ait ce réchauffement climatique et cette contrainte sur l'eau. Alors, demeurent tous les autres problèmes, et notamment les pollutions au plastique. Les pollutions au plastique, il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Ça, c'est une courbe qui montre. Alors, en bleu, c'est les courbes Union européenne. En orange, c'est les courbes MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. On a deux bases de données différentes. Globalement, ça monte. Et le niveau au nord est très élevé par rapport au sud. Mais globalement, tout le monde monte. Les plastiques, on n'y arrive pas. Ce que disait Mme Carpentier, c'est, elle le disait un peu maladroitement, il y a le stock de ce qui est déjà et qui va durer longtemps, et il y a les flux qui viennent par les fleuves, qui viennent par l'utilisation qu'on en fait autour de la mer, mais globalement, c'est beaucoup par les fleuves, et globalement, la tendance est très haussière. Donc là, il y a un enjeu pour le siècle sur ces questions-là. On ne maîtrise pas la pollution plastique. Même si l'Union européenne fait beaucoup d'efforts, on est au tout début des efforts, les courbes, elles sont comme ça, Donc ça, c'est important en tendance et en niveau. L'Union européenne est un gros producteur de plastique, quoi qu'il arrive. Et par ailleurs, vous avez ce que vous voyez en Tunisie, mais il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on mesure. Et récemment, j'étais en Mauritanie, qui est un pays du monde méditerranéen, d'une certaine façon. On est frappé, à la sortie de Nouakchott, des dunes de bouteilles d'eau. Il y a des dunes de bouteilles d'eau à la sortie de Nouakchott. Ça se voit. Et c'est impressionnant. Mais le plus impressionnant dans les plastiques, c'est ce qui ne se voit pas, en fait, et qui est traité. Nous, en Europe, on recycle nos plastiques, c'est très bien. Mais la quantité de plastique en flux et qui part dans la nature, compte tenu des volumes, est considérable. Donc, on est sur un vrai sujet, les plastiques, qui demeure et qui est différent du changement climatique. C'est un problème additionnel. Mais disons que ça charge un peu le milieu, La qualité de l'air, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Globalement, la qualité de l'air là, qui est mesurée par ce qu'on appelle les concentrations atmosphériques de PM2,5, c'est-à-dire les particules fines qui ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, globalement, c'est stable ou ça baisse. Il y a des progrès dans la motorisation. Il y a des émissions dans l'air qui sont un peu moins nocives. Sauf exception, l'énorme exception, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le Caire. Une pollution atmosphérique qu'on ressent, j'allais dire, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des capteurs, si je puis dire, on sent qu'on est dans une zone polluée, qu'il faut mieux pas y rester. C'est vraiment impressionnant. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de vent au Caire, ça reste. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand vous êtes à Alexandrie ou dans les villes de la côte, la Tunisie, Rabat, Tanger, c'est plus battu par le vent. Le Caire, vous êtes dedans, Donc ça, globalement, ça s'améliore plutôt, sauf quelques exceptions et quelques grosses agglomérations. La Turquie aussi. Quand vous êtes à Istanbul, vous sentez la pollution. Vous êtes sur une agglomération de 24 millions d'habitants. Le Caire, on est à 30 millions, donc c'est des choses considérables. La qualité de l'air, donc ça risque, c'est pas très bon. Alors je termine sur un point positif, les courbes augmentent, c'est l'étendue des aires marines protégées. Des zones un peu de conservation, de protection spéciale sur la Méditerranée, avec des statuts très différents. Il y a des parcs nationaux, il y a des réserves, il y a des aires de protection, des statuts très différents et des protections effectives très différentes. Il y a le droit et l'application du droit. Le droit est plutôt progressif. L'application du droit, il faut regarder dans le détail quand même. Globalement, en Méditerranée, je vais bientôt sortir un papier en début janvier, je te le passerai, Julien, que j'ai co-signé avec le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Bien. On est à peu près à 9% de la surface de la Méditerranée en aire marine protégée. La cible
La cible, c'est 30-30. C'est en 2030 avoir 30% des espaces qui soient protégés. On est assez loin de la cible. Même en Méditerranée, qui est pourtant une mer qui enferme beaucoup de diversité biologique, à la fois marine et terrestre. Mais ça progresse. Donc on va garder cette dynamique positive pour la fin. Globalement, d'où on part il y a 10 ans, d'où on va aujourd'hui, la démographie, je ne la caractériserai pas. Je considère par principe que c'est plutôt bon d'avoir des hommes et des femmes. Faut-il encore qu'ils arrivent à travailler ensemble? Bon, c'est pas évident. Entre le nord et le sud, c'est pas évident. Le PIB, les disparités demeurent. Ça progresse, mais avec des grosses disparités nationales qui sont liées beaucoup au contexte géopolitique du sud du bassin. La scolarisation, ça progresse, avec une forte hétérogénéité encore, surtout de genre, hommes, femmes, garçons, filles. L'espérance de vie progresse, mais il y a une petite inflexion qu'il faut suivre. Donc c'est un vert rosé, si je puis dire. Les émissions de gaz à effet de serre, globalement, c'est relativement faible et ça a plutôt tendance à baisser. Là où le bas blesse, c'est sur la température. Quoi qu'on fasse, ça monte. Et donc, il va falloir s'y adapter. C'est indispensable. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez, moi, je suis plutôt un scientifique de formation, puis après, je suis docteur et habilité à diriger la recherche en géographie, mais j'ai aussi fait l'École nationale d'administration en France. Et donc, j'ai été confronté au politique. Le politique, il vous dit, on va le faire, on va y arriver, le volontarisme. Oui, mais face à un physicien, le volontarisme, ça ne marche pas. La température, elle monte, le gaz à effet de serre CO2, il a 100 ans d'espérance de vie. Eh bien, rendez-vous dans 100 ans. Les politiques, ils n'aiment pas bien ça. Mais la réalité, c'est qu'on est hors du champ de portée politique. Il faut faire des choses, mais on travaille sur le très long terme, sur l'atténuation. Par contre, il faut faire des choses très vite sur l'adaptation. Là, par contre, c'est vital. C'est même plus un problème d'environnement, c'est un problème de sécurité civile. De sécurité sanitaire et de sécurité civile. Il y a 3 semaines, à Valence, en Espagne, plus de 200 morts à cause d'une coulée de boue liée à un épisode torrentiel. Valence, c'est une ville d'Espagne sur la côte méditerranéenne de l'Espagne. C'est entre les montagnes et la mer. Quand il pleut beaucoup sur la montagne, ça dégringole les pentes et ça vous charrie de la boue. Ça fait plus de 200 morts. En Libye, en octobre 2023, c'était pareil. Donc ça change. Les incendies de forêt, ça change. Un coup c'est la Grèce, un coup c'est l'Algérie. On est dedans. Là, l'adaptation est clé. De la surface et de la mer. Ça, on le voit moins. Disponibilité en eau, globalement, elle diminue, même si on fait des efforts non conventionnels, des salinisations. Les plastiques, ça progresse. Les aires marines, ça s'améliore avec la qualité de l'air. Et donc, on va en rester là pour terminer sur une pointe positive. Cette présentation de nature statistique qui fait vraiment écho avec la présentation de la CNUSED, mais c'est plus focalisé sur le bassin méditerranéen. Voilà, merci pour cette attention. Température de plus en plus élevée. Hein. Je termine en rouge. Je vais bientôt sortir, je te l'enverrai aussi, Julien, en mai prochain, un livre que j'ai écrit personnellement. Vous savez, les Nations Unies, ça, on a tout un verbiage, un protocole, ça augmente un petit peu, pas beaucoup. Enfin, tout ça est très policé. Moi, je dis qu'il y a alerte rouge sur la bande bleue. Et ça sera le sous-titre du bouquin. Donc, voilà, ça, c'est la situation. Ce qui permet d'avoir une vision grand angle par rapport à votre journée, sur les questions d'économie circulaire à développer, sur les questions d'atténuation à développer, sur la limitation du plastique à développer. Mais on part d'assez loin. Il faudra du temps. Il faudra du temps. C'est une bataille du siècle. En bon français, mais vous connaissez bien l'histoire de France aussi, c'est une guerre de 100 ans. On est embarqué dans une guerre de 100 ans. L'adaptation, ce n'est pas une guerre de 100 ans. L'adaptation, puisqu'on est financé notamment par la Guise, c'est une blitzkrieg. C'est une guerre éclair. Celle-là, par contre, il faut l'adresser vite. Parce que sinon, là, ça va se compter en centaines, voire en milliers de morts. Voilà le point un peu introductif sur la question, j'allais dire, statistique, scientifique.
Alors maintenant, comme promis, cher Jalal, quelques mots sur la gouvernance. Donc on peut shifter, si on peut dire, à d'autres présentations. Je ne sais pas si je vais revenir. Voilà. Je reviens. Est-ce que tu peux remettre ma binette? Au moins ça changera un peu. On me verra en double. Pour le coup, il n'y aura pas d'écho. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur les questions de gouvernance. J'ai préparé ça hier dans l'avion avec le souci de vous dire ça à l'oral, de façon structurée, avec quelques titres clés qui puissent faire tilt dans vos rédactions. La gouvernance de la Méditerranée. Et je vais prendre un prisme dans mon introduction sur les États. Les États qui sont les acteurs du droit international public, pour les juristes de la salle, l'État souverain, qui s'associent parfois dans le cadre des Nations Unies ou dans des ensembles régionaux pour travailler à des projets ou à des problèmes d'intérêt commun. Donc je serai focalisé sur la dimension étatique, mais vous verrez qu'en fin de mon exposé, je m'ouvrirai sur la dimension entreprise et sur la dimension des collectivités territoriales. Je vous propose une réflexion en deux temps pour rendre compte de cette gouvernance complexe. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un cadre géopolitique instable. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de cadres de gouvernance fragile ou sectorisés. Mais d'abord, on va commencer par la vision grand angle géopolitique. Dans un premier temps, je vais vous parler ou vous présenter, de mon point de vue, un portrait de la Méditerranée que j'indiquerai comme étant un portrait balafré de la Méditerranée, griffé, abîmé, balafré de la Méditerranée. Et ensuite, je vous parlerai des acteurs étatiques fragilisés. Le portrait balafré de la Méditerranée. J'ai écrit, je l'ai communiqué à Julien, une chronique de prospective dans Futurible, à la fin 2023, sur « Et si, en 2050, la Méditerranée n'était plus en guerre ?» Et de là, je découle une réflexion en disant « Ça serait formidable, on pourrait travailler un peu plus facilement ensemble sur un problème commun, les problèmes d'environnement, qui sont partagés par les Marocains, par les Algériens, par les Israéliens, par les Palestiniens. L'idée, c'est plutôt que de se taper dessus, travailler ensemble. Rêvons, rêvons. La réalité, c'est qu'en Méditerranée orientale, c'est un champ de mines. Moi, directeur du Plan Bleu, je vais une fois par an en Égypte. Je ne vais jamais en Palestine. Je ne vais jamais en Israël. Je ne vais jamais en Syrie. Et je ne vais jamais en Libye. Je n'y vais jamais. Pour des questions de sécurité, moi, à la limite, je peux le faire, mais je ne vais pas envoyer mes équipes en Libye ou en Syrie. Encore moins en Palestine. De fait, on ne peut pas travailler. Alors, on peut faire des webinaires. Bon, sur le terrain, c'est quand même un peu limité, le webinaire. On a une Méditerranée qui est inaccessible. Alors, il y a la Turquie, il y a un peu l'Égypte, on revient par la Tunisie, si je puis dire. Enfin, globalement, la Méditerranée orientale, c'est un champ de ruines. Donc, ce n'est pas la peine de penser environnement. Les Israéliens, ils s'en cognent de l'environnement. Voilà. Les Syriens, en ce moment, leur problème, c'est de survivre. Voilà, on en est là. C'est ça, la Méditerranée orientale. Et j'en suis pas fier. Hein. Moi, directeur du Plan Bleu, c'est un trou noir pour moi, la Méditerranée orientale. Sauf rares exceptions. La Méditerranée occidentale, ça va mieux. Ça va mieux, mais il y a quelques tensions quand même. Alors, il y a des amis, mais c'est des amis journalistes, donc c'est pas des amis institutionnels du pouvoir en place, mais le bisbis entre le Maroc et l'Algérie. J'appelle ça bisbis, c'est parfois plus qu'un bisbis, il peut y avoir des morts, hein. Mais c'est quand même, c'est l'unité du Maghreb occidental. Sans l'Algérie, que peut faire le Maghreb? Enfin, c'est énorme l'Algérie. Donc là, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, au milieu il y a l'Algérie, mais l'Algérie qui est bunkerisée, avec qui on a du mal à travailler. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Ils font beaucoup, par exemple, sur la désalinisation, mais on pourrait tellement faire plus ensemble. Tunis, Alger, Rabat, en passant par Tanger. C'est moins grave qu'en Méditerranée orientale, mais ce n'est pas optimal. Ce qui fait que concrètement, moi je suis souvent au Maroc et en Tunisie. Et concrètement, c'est là que c'est à peu près stable, on peut travailler. L'Algérie, j'y arrive pas.
J'ai pas de visa pour y aller. C'est embêtant. Donc, ce portrait balafré de la Méditerranée, il faut quand même bien l'avoir en tête. Vous l'avez tout en tête, ou tous en tête. Mais c'est un problème opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben, pas grand-chose. Sauf exception. Il y a des acteurs, après, étatiques. C'est mon grand deuxième point, si je puis dire. Il y a l'Union européenne, qui est un grand acteur du Nord, et qui fait beaucoup sur l'environnement. Mais attention, l'Union européenne, qui est très allant de son environnement, pour les juristes de l'environnement, ça vient de loin, hein, ça vient de 1986, l'acte unique, le fait que la politique environnementale au sein de l'Union européenne est une politique communautarisée, sur laquelle on avance à la majorité qualifiée du Conseil et avec codécision du Parlement européen. Donc ça a fait depuis 30 ans énormément de choses. La dernière, c'est ce qu'on appelle le Green Deal ou le Pacte vert, très ambitieux, peut-être trop ambitieux, trop rapide sur certains aspects de la transition écologique qui doit être durable, en tout cas solidaire, si on veut que ça marche durablement. En ce moment, en Europe, l'honnêteté commande de dire qu'on est à un point de bascule. Parce que les agriculteurs, ils n'en peuvent plus. Les gens ont dit achetez une voiture électrique. Oui, combien ça coûte? Ça coûte très cher. Bon, l'électricité, combien elle coûte? Elle coûte de plus en plus cher. Donc en Europe, il y a une phase de tassement, on va dire, de cela. Et il y a aussi une phase de tassement budgétaire. L'Union européenne, la France en particulier, pour ceux qui suivent l'actualité française, mais en général, l'Europe est en zone de contraction budgétaire. Et donc on va moins dépenser. On va d'autant moins dépenser que dans les marges de manœuvre qui nous restent, c'est-à-dire dans les marges d'endettement qui nous restent, on va financer la guerre Ukraine-Russie. Un gouffre. Un gouffre. Plus de 50 milliards d'euros engloutis dans une guerre fratricide, en réalité. Ça nous coûte cher, et cet argent-là, il n'est pas mis sur la transition écologique, il faut quand même être clair. Donc ça, c'est un souci quand même. Et ça change, et ça ne s'améliore pas en espérant la fin des guerres terribles, là, Palestine, Israël, Liban, Ukraine, Russie, voilà. La division par la guerre résout rarement les problèmes de fond de l'humanité. Donc l'Union européenne, c'est un géant, mais c'est un géant au pied d'argile, sur le plan financier en tout cas. Je suis parti par ailleurs de la Cour des comptes, j'appartiens encore de la Cour des comptes en France. Je vois bien ce que ça coûte et ce que ça va nous coûter encore, malheureusement, et ce qu'on ne pourra pas faire. Au sud, on est dans des États qui sont aussi hétérogènes. Chaque État du sud est particulier. Il n'y a pas d'unité africaine, si je puis dire. Il y a une grande diversité, y compris de situations politiques et économiques internes, avec des pays qui, sur le plan économique, sont très fragilisés par l'inflation. J'en parlais hier encore avec le taxi, avec mon ami Eliès, j'en parlais il y a quelques semaines en Turquie. Vous parlez avec n'importe quel chauffeur de taxi, la première chose qu'il va vous dire, c'est que le carburant a été multiplié d'un facteur 3 en l'espace de 5 ans. Ça a beaucoup fragilisé les économies, ça a beaucoup fragilisé les familles, ça a beaucoup fragilisé les hommes et les femmes de Tunis, de Maroc, de Turquie ou d'ailleurs. Et donc on aborde économiquement faible cette transition écologique qu'il faudrait faire et qu'il faudrait faire sur le long terme. Avec des problèmes particuliers qui sont liés au régime. Voilà. Moi par exemple le Maroc, qui est un pays que j'adore par ailleurs, c'est un pays qui avance vraiment sur la transition écologique, mais qui est très fragile par le fait que le pouvoir marocain est centralisé auprès du monarque. Mohamed VI porte beaucoup, il porte l'essentiel en réalité. Dieu lui prête vie, Inch'Allah, mais un jour il va peut-être disparaître. Ça peut gérer une crise de régime, et ça peut toucher au Maroc, parce que c'est son essentiel, si je puis dire. Voilà, chaque pays a ses particularités, ses fragilités. Le Maroc est un bon exemple, je ne vais pas parler de la Tunisie, on y est, mais le Maroc est un bon exemple d'un pays qui avance vite, mais qui reste fragilisé par un système très centralisé. Et quand le système centralisé, là on parle en tant que Français, fonctionne mal, en France c'est aussi un système très centralisé, eh ben on en souffre. Gardons ça dans notre tête. Est-ce qu'il ne faudrait pas décentraliser davantage pour éviter que quand il y a un problème systémique à l'échelle d'un pays, tout s'effondre en dessous? Gardons ça en tête. Donc, un cadre géopolitique instable, un portrait balafré, des acteurs fragilisés, surtout en ce moment sur le plan économique. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait pour gérer l'environnement et plus généralement le développement durable? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des cadres de gouvernance
c'est le plan bleu au sein de l'Union de l'UNEP-MAP, le programme d'action Méditerranée. Donc c'est vieux comme la Convention de Barcelone, mais c'est sectorisé, ça traite que de l'environnement. On ouvre un peu sur le développement durable, mais en réalité on est quand même sur une focale plutôt environnementale. Il y a l'Union pour la Méditerranée, l'UFM, ou l'UPM, Union pour la Méditerranée à Barcelone, qui est issue de ce qu'on appelle le processus de Barcelone, 1996. Le problème de l'UFN, c'est qu'ils ont une vision large, ils ont une quarantaine d'États d'ailleurs. Eux, ils sont très fragilisés politiquement par ce qui se passe notamment en Palestine. Mais pas que. Ils ont des divisions politiques internes, parce que c'est un organe plutôt politique que technique. Nous, Plan Bleu, au sein de l'UNEP-MAP, on avance quand même, parce que c'est quand même une enceinte où on arrive à discuter. L'environnement rassemble, plus qu'il ne divise. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait nous ? Ce qu'on fait dans le cadre que je vous ai présenté, c'est qu'on fait du bilatéralisme pragmatique. Ce matin, je fais du bilatéralisme pragmatique. Je viens là où il n'y a pas de guerre, où il y a des gens sympathiques, où Julien et Jalal veillent au grain, bien sûr, pour parler avec des amis tunisiens, algériens, maghrébins, marocains notamment, de la situation de l'environnement. On fait du bilatéralisme pragmatique. Je suis beaucoup au Maroc sur des questions d'aménagement de la zone côtière à Tanger notamment, à Tunis assez fréquemment sur les questions de gestion des aires marines protégées. On parle par exemple de l'île de Kerkena, ça a été évoqué tout à l'heure. On fait du bilatéralisme pragmatique. Et je crois qu'il faut beaucoup de pragmatisme en réalité dans un champ qui théoriquement n'est pas bon. Il est sous-optimal. C'est une litote, comme on dit en français, ou un euphémisme. Dans un contexte comme celui-là, il faut avancer pragmatiquement. Et l'ouverture de ma réflexion, c'est de dire qui sont les acteurs de terrain, et c'est très bien illustré dans le programme. On va aller voir jeudi, où on entendra Madia, une collectivité territoriale, et demain, on parlera des industries textiles. Je crois qu'il faut adresser les points maintenant pragmatiquement, par le canal des entreprises, par le canal des collectivités territoriales, en espérant que les États s'arrangent pour arrêter de se faire la guerre. Merci Robin. Merci. On va ouvrir le débat avec nos amis journalistes. Si vous avez des questions. J'ai respecté le timing, Jalal. Exactement, c'était nickel. Attention. C'était efficace, écologique. Alors, est-ce que vous avez des demandes sur